Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des graves reculs sociaux qui sont contenus dans le programme de Mélenchon. Donc on va commencer par celle qui est une des plus graves, la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Donc dans le programme actuel de Mélenchon, à la page 42, on peut lire « Refonder l'imposition sur les revenus grâce à un impôt citoyen garantissant les recettes de l'État et celles de la sécurité sociale, et en conservant leur affectation distincte. » Dans la toute première version du programme de 2017, c'était écrit en clair fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG, mais là ça veut dire exactement la même chose, même si les mots, si c'est moins explicite, ça veut dire exactement la même chose. Donc il faut savoir que le programme porté par Mélenchon en 2012 prévoyait la suppression de la CSG et excluait explicitement sa fusion avec l'impôt sur le revenu. Le revirement a eu lieu en 2016. Mélenchon est revenu à la position PS, partagée par ELV d'ailleurs. Il est pour la CSG à nouveau, qui appauvrit la CSG, qui appauvrit les retraités, et aussi pour sa fusion avec l'impôt sur le revenu. Cette fusion était au programme de Hollande en 2012, alors que Mélenchon, dans le programme de Mélenchon, il y avait la suppression de la CSG et le refus de la fusion. L'instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, mis en place par Hollande, a été un premier pas vers cet objectif. Alors, quel est le problème avec la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu? Quelles seraient les conséquences? Eh bien, cette mesure achèverait le processus de fiscalisation des ressources de la sécurité sociale, qui a été commencé avec l'instauration de la CSG, et elle aurait pour conséquence de noyer notre sécurité sociale dans le budget de l'État, contrairement à ce que voulait son fondateur, Ambroise Croizat. Le résultat de cette noyade de la sécurité sociale dans le budget de l'État, c'est que les prestations sociales, santé, famille, etc., vieillesse, pourquoi pas, deviendraient des variables d'ajustement qui seraient remises en cause chaque année. La seconde conséquence énorme, c'est que les organisations syndicales, qui représentent les salariés, n'auraient plus voix au chapitre sur la protection sociale. Voir ce qui se passe actuellement avec la réduction drastique des droits des chômeurs, décrétée par le gouvernement, après qu'il ait remplacé la cotisation sociale chômage par la CSG. On va ensuite passer à la question du RIC, donc cette revendication du référendum d'initiative citoyenne sans limite, ou RIC en toute matière. On va voir qu'il peut aussi avoir, et qu'il risque d'avoir, des conséquences antisociales, justement parce qu'il est sans limite. Le RIC, en soi, n'est pas un problème, mais à condition qu'il soit limité. Il ne faut pas qu'il puisse s'appliquer sur n'importe quoi. En effet, il ne doit pas permettre de remettre en cause les libertés fondamentales, ainsi que les droits civiques et sociaux, qui sont inscrits dans le préambule de la Constitution. Ce n'est pas par hasard si l'extrême droite, donc FN puis maintenant RN, a dans son programme depuis 1988 le référendum d'initiative populaire, sans limite, dans l'objectif d'abolir les droits civiques et sociaux. La proposition de loi sur le RIC, déposée par Mélenchon, reprend la version du RIC en toute matière, entre guillemets, proposée par Chouard, qui est devenu un proche de l'extrême droite. Si la proposition Mélenchon sur le RIC était adoptée, elle permettrait à une minorité d'imposer un débat sur la suppression du versement des prestations sociales aux personnes étrangères, par exemple, c'est pour ça d'ailleurs que l'extrême droite veut le mettre en place, ou alors sur le retrait du droit de grève aux agents des transports. Passons ensuite à des mesures pour les jeunes, ou contre les jeunes, j'aurais envie de dire. En premier lieu, le service civique obligatoire pour tous les jeunes,
Donc ils devront passer par le service civique obligatoire à une période de leur vie. Et ils pourront donc soit être engagés dans une garde nationale, on va voir un petit peu plus loin, et ou alors travailler dans les associations, dans les communes, etc. Et aussi des contrats jeunes. Donc tout ça, on va en faire un paquet. Concrètement, le service civique obligatoire, ça veut dire plusieurs centaines de milliers de jeunes chaque année, contraints à travailler à moindre coût dans les associations, à la place de salariés qualifiés, reconnus par une convention collective, ou dans les services publics, à la place de fonctionnaires sous statut, soit dans les collectivités territoriales, soit même pour des missions d'État. Et cerise sur le gâteau, parmi les missions d'État, nos jeunes pourront être embrigadés à la fin de leurs études pour surveiller les lieux publics, comme les gares ou les endroits de passage, et protéger ces lieux publics des attaques terroristes. Ensuite, on va parler de l'État employeur en dernier ressort pour les chômeurs de longue durée. Ça pourrait paraître une bonne idée, mais en réalité, c'est un mauvais coup contre les statuts des fonctionnaires. Concrètement, cette mesure créerait une sous-catégorie d'employés de l'État qui ne seraient pas couverts par le statut des fonctionnaires. Donc forcément, les statuts de la fonction publique, on devrait dire le statut de la fonction publique, qui se divise en fonction publique d'État, fonction publique hospitalière et même territoriale, donc ces statuts seraient gravement affaiblis par la présence de personnes employées sans statut dans les services publics de l'État, ou des collectivités territoriales ou hospitaliers. Voyons maintenant la sortie du nucléaire. En fait, ça signifie, on va le voir, une augmentation de la précarité énergétique. Tout d'abord, rappelons que la sortie du nucléaire est un non-sens au point de vue du climat. La production nucléaire d'électricité ne rejette pas de gaz carbonique dans l'atmosphère. La sortie du nucléaire, en plus du gaz et du pétrole, puisque ça il faut bien en sortir, entraînera des coupures d'électricité et une hausse importante des factures pour les usagers que nous sommes. On sait bien que l'éolien et le solaire sont des énergies intermittentes qui ne peuvent pas suffire à couvrir les besoins à toute heure du jour ou de la nuit. La nuit, il n'y a pas de soleil, et le vent, c'est pas tout le temps. Alors, quelle est la solution alternative pour les partisans de la sortie du nucléaire? Eh bien, c'est la production de biomasse, c'est-à-dire récolter de l'herbe essentiellement dans les prairies pour la faire pourrir et donc la faire fermenter et obtenir de la biomasse. Donc ça nécessiterait d'immenses surfaces agricoles et ça viendrait en concurrence, en clair ça obligerait à diminuer de moitié la production de lait et de viande par des bovins essentiellement. Alors, parlons maintenant de la stupide règle verte. Qu'est-ce que c'est que la règle verte? On va reprendre un petit peu l'historique. Un beau matin, Mélenchon a inventé, c'est sorti tout seul, qu'il allait remplacer la règle d'or qui est imposée par l'Europe aux budgets nationaux par la règle verte. En clair, ça veut dire ne pas prélever plus à la nature que ce qu'on peut lui restituer. En théorie, pendant une seconde, ça peut sembler sympathique, voire même séduisant. Ensuite, on réfléchit et on se demande comment fait-on pour restituer à la nature, par exemple, les roches qui servent à produire de la chaux, du plâtre ou du ciment, des briques, des tuiles, des ardoises, et tous les minéraux qui sont utiles au secteur du bâtiment et des travaux publics. Est-ce qu'on va condamner toutes les entreprises qui extraient ces minéraux et aussi tout le secteur du bâtiment et des travaux publics? Et ça n'est qu'un exemple. Et bien sûr, il faut aussi penser aux produits importés. Qui va les restituer à la nature? Est-ce que c'est le pays producteur ou le pays consommateur? On voit bien que cette histoire ne tient pas debout. Parlons maintenant de la sobriété, entre guillemets. Ça irrigue un petit peu tout le programme. On est ici très proche du programme des écologistes,
Mais j'affirme que ce qu'on appelle la sobriété, appelée par les écologistes et par Mélenchon, en réalité, c'est le faux nez de l'austérité. Les appels à la sobriété sont à la mode. Même à la télévision, enfin, c'est quelque chose qui est dans l'air, tout simplement parce que ça va dans le sens du patronat. Appeler à moins consommer, de viande, d'électricité et de tout en général, ça revient à dissuader la revendication, pourtant légitime, d'une augmentation générale des salaires et des retraites. Si on arrive à nous faire croire qu'on consomme trop, évidemment, pourquoi on aurait une augmentation de salaire ou pourquoi on augmenterait les retraites? Selon la proposition de loi de la France Insoumise, pour des cantines vertueuses, déjà le titre est assez intéressant, c'est écrit noir sur blanc que nos enfants consommeraient chaque jour, pas seulement à la cantine, hein, aussi à la maison, trop de protéines. Des protéines animales, bien sûr, mais aussi des protéines végétales. Donc c'est assez gonflé. Donc cette proposition de loi pour des cantines vertueuses est reprise dans le programme de Mélenchon, qui dénonce aussi le prétendu productivisme, je mets des guillemets, parce que le productivisme, ça a surtout pour effet de dénigrer les producteurs, c'est-à-dire les travailleuses et les travailleurs. En système capitaliste, le moteur, c'est le profit, c'est pas la production pour la production, hein. On a vu souvent des productions arrêtées, ou stoppées, ou carrément remises en cause pour le profit. Donc le moteur, c'est le profit, c'est pas la production pour la production. Même chose pour la prétendue société de consommation, entre guillemets. Hein, ça, on nous rabâche ça depuis 40 ans, mais en réalité, aujourd'hui, ce que connaissent la grande majorité de nos concitoyens, des habitants de notre pays, c'est la société de privation, hein, on se prive plutôt que de surconsommer. En conclusion, hein, donc, on peut affirmer que le programme de Mélenchon, malgré tout ce qu'il peut dire, est bien un programme antisocial. Et là, on peut se demander, comment se fait-il que Mélenchon, qui était en 2012 le porteur d'un programme commun avec le Parti communiste, il y avait la suppression de la CSG, le refus de sa fusion avec l'impôt sur le revenu, l'augmentation générale des salaires et des retraites, le droit pour les salariés d'imposer un plan alternatif en cas de plan social, un référendum sur l'énergie nucléaire. Donc toutes ces avancées, en fait, comment se fait-il que tout ça, ça a été supprimé, et puis que des reculs sociaux ont été ajoutés? Eh bien tout simplement, Mélenchon a copié, on va dire, la stratégie de Mitterrand. Mitterrand s'était présenté en 1974 sur un programme commun avec les communistes, et puis en 1981, Mitterrand avait tourné le dos aux communistes et avait donc adopté un autre programme, qui était en régression par rapport au programme commun. Donc Mélenchon a fait la même chose en 2017. Il s'est présenté avec son propre programme, en régression par rapport au programme commun de 2012, et dans lequel, surtout, il a ajouté les graves reculs sociaux dont on vient de parler. Donc en conclusion, les travailleurs et les travailleuses, en emploi ou sans emploi, ou retraités, n'ont absolument rien à gagner dans l'aventure personnelle de Mélenchon, hein, qui n'est plus le candidat de la classe ouvrière.